bien, tout ceci se passe sur le 3xcanalk.ch et ses radios partenaires Eben Radio en France, FM Liberté à Chicago aux États-Unis, Radio Denigma à Moline également aux États-Unis. Eh bien, avant de démarrer dans quelques minutes la rubrique Le débat ouvert aux auditeurs, nous accueillons d'abord notre confrère Ildefonse Akpaki qui va tenter de répondre à quelques préoccupations sur le thème de ce débat, le débat ouvert aux auditeurs. Ildefonse Akpaki est directeur du journal La Gazette du Golfe. Il est aussi directeur local de Togo Vision. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain, moi c'est salut fraternel à tous les Togolais de la diaspora. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, depuis plus de 25 ans, le peuple togolais s'est lancé dans un combat sans relâche pour l'instauration d'une véritable démocratie et une alternance pacifique sans y parvenir. Vous êtes sur le terrain, vous êtes au Togo. Peut-on parler de démobilisation ou de déception du peuple togolais face à l'incapacité des tenants de l'opposition de satisfaire leurs aspirations? À la démobilisation et à la déception, il faut ajouter le désenchantement du peuple togolais, surtout de sa jeunesse, puisque le constat est clair sur le terrain. Tout ce que le peuple togolais a vécu depuis l'amorce du processus de démocratisation au Togo, depuis le 5 octobre 1990, avec tous les mouvements, et cela n'est plus de mise depuis que certaines situations telles que la guerre de leadership, l'oppression et la barbarie des populations sont intervenues. Et donc, vous devez constater que la situation depuis le 5 octobre 1990, où la jeunesse s'est battue comme cela se doit pour arracher avant tout le multipartisme sorti sur l'accord du 12 juin, et puis la conférence nationale souveraine qui a ouvert la voie aux élections multipartistes. Et puis après, le dernier acte, c'était la mobilisation du 12 juin 2012. Et depuis le 12 juin 2012 jusqu'à aujourd'hui, il faut vous rendre compte que tout ce qui s'est passé où la jeunesse togolaise a fait montre d'une détermination et d'un héroïsme n'est plus de mise. Vous voyez, aujourd'hui, face à la cherté de la vie, le peuple n'arrive même pas à revendiquer ses droits. Face à l'oppression, le peuple n'arrive pas à dire non. Et donc, il y a bel et bien des mobilisations. D'accord. Cette démobilisation a été encore mais de la présidentielle d'avril 2015. Et donc, le peuple est désenchanté et déçu. Mais nous pouvons dire que, malgré tout, il y a des gens, des femmes et des hommes qui sont sur le terrain et qui continuent toujours par se battre. Ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons dire qu'il y a eu une démobilisation d'un côté, il y a la déception de l'autre, mais aussi il y a ceux-là qui sont désenchantés, mais qui, par la suite, essaient de voir comment les choses se passent avec ceux qui répondent maintenant aux mots d'ordre. Ces mots d'ordre qui ne sont pas tellement suivis comme je l'ai dit tout à l'heure en faisant un tour dans le passé. Voilà un peu ce qu'il faut dire. D'accord, vous reconnaissez sur le terrain qu'il y a démobilisation et justement face au déchirement des leaders politiques. Alors, doit-on parler, Ildefonse Akpaki, doit-on parler de trahison des ténors de l'opposition ou de manque de moyens adéquats pour la concrétisation de la lutte démocratique? Je crois qu'il faut situer le débat dans la logique où, sans langue de bois, il faut dire que ce qui a encore gangréné
et participer à ce genre de choses. La première, c'est la guerre de leadership qui a caractérisé l'opposition togolaise depuis la nuit des temps. Il faut également parler du fait que certains ténors de cette opposition togolaise qui avaient pris le devant tout juste après l'amorce du processus de démocratisation, pour la plupart aujourd'hui, ne sont plus sur la scène. Pourquoi? Parce que ils ont fait non seulement leur temps, mais certains parmi eux ont posé des actes qui ont fait aujourd'hui qu'ils sont décriés par le peuple togolais. Vous voyez, parmi tous ces ténors, partant du professeur Léopold Dinévi, de Maître Yovi Agboïbor, et passant par d'autres, M. Edem Kodjo, celui qui a le plus marqué négativement les Togolais et qui est le plus décrié et dont le rapprochement a encore participé à la démobilisation, à la déception du peuple togolais, surtout des forces démocratiques, c'est M. Gilchrist Olympio. Le ralliement de M. Gilchrist Olympio au RPT à travers cet accord a fait dire aux Togolais et continue toujours par faire dire aux Togolais qu'il ne faut plus avoir confiance aux responsables politiques togolais. Je vous assure que cette situation, bon nombre de Togolais l'ont qualifié de trahison. Et ça a fait aujourd'hui que l'opposition a reçu un coup. Surtout, je veux parler de ceux qui honnêtement œuvrent pour que l'alternance advienne au Togo. Ils ont reçu un coup. Mais au-delà des raisons que nous devons avancer par rapport à ce que nous avons dit, il faut occulter également le fait qu'il y a trop de querelles intestines au sein de cette opposition togolaise. Contrairement à ce que nous voyons à l'étranger, au Sénégal, au Burkina côté. Au Burkina Faso, la dernière fois, on l'a encore vu. Mais on n'a pas cet esprit-là que ces responsables politiques étrangers ont. On n'a pas comme cela se doit au Togo. Et puis, le mal togolais, c'est que ceux qui sont faibles ne veulent pas accepter qu'ils sont faibles. Et ceux qui sont forts ne voudraient pas que ceux qui sont faibles prennent le devant. Faible et fort dans quel contexte, Ildefonse Akpaki, s'il vous plaît? Je crois que quand vous êtes sur le terrain, vous devez vous rendre compte que parmi cette kyrielle de partis politiques, il y a des formations politiques qui sont bien implantées et qui travaillent comme cela se doit. Il y a par contre des partis politiques qui se résument juste à leur premier responsable et qui, tambour battant, veulent se faire entendre. Vous savez, ce que nous avons remarqué quand nous avons effectué des voyages à l'étranger, c'est que dans ce genre de conditions, il faut le respect mutuel et il faut aussi remarquer quand ton vis-à-vis est plus fort que toi, le respecter. Même quand il n'est pas fort, le respecter. C'est surtout mise ensemble qui permet à ces oppositions de l'étranger de réussir, puisque nous avons pris langue, nous voyageons, nous avons pris langue avec certains responsables pour leur demander comment vous avez fait pour que ça marche chez vous et que chez nous ça ne marche pas. Alors, quand vous apprenez tout cela et que vous revenez dans votre pays et que vous vous rendez compte qu'au sein même de la classe politique de l'opposition, ça ne marche pas comme vous l'avez appris et il faut le dire comme le Ildefonse Akpaki, vous venez d'évoquer le mot fort et faible par rapport à des partis politiques implantés au Togo. Alors, que répondez-vous à certains citoyens qui estiment que le temps du populisme est révolu? Oui, mais je crois d'ailleurs qu'il y a un de mes confrères qui en a fait la une de son journal il y a quelques semaines. Alternative. Oui, on peut le dire ainsi, l'alternative. Oui. On peut le dire ainsi. Mais encore que, vous devez vous rendre compte que dans la situation togolaise, il n'y a pas un réel rapport de force. Les rapports de force
ne sont pas égaux. Et quand il n'y a pas ce rapport de force qui est équilibré, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, le Togolais, ou bien ceux qui incarnent cette opposition, n'ont rien à envier à ceux qui pensent que pour réussir, il faut faire autre chose à part que ce que ceux-là sont en train de faire. Vous comprenez un peu? Exactement. Est-ce que vous vous rendez compte que dans certains pays, l'arme qu'il faut, c'est soit une marche de protestation ou soit la grève pour les syndicalistes et les travailleurs. Mais dans le cas d'espèces au Togo, j'ai appris et je me rends compte aussi que la marche a permis d'obtenir certaines choses. Mais au même moment, cette marche a été une arme qui a permis de présenter cette arme-là vis-à-vis des autorités comme une arme qui n'a plus de force. D'accord. Ildefonse Akpaki... Les gens parlent de populisme. D'accord. Allez-y. C'est là où les gens parlent de populisme. Mais je serais d'accord et ne pas être d'accord parce que aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas que la lutte telle qu'elle est menée, elle se mène. D'accord. Et tout le monde ne voudrait pas aller également au pas de ceux qui aujourd'hui sont devant et qui œuvrent. D'accord. Moi, j'ai une question très pertinente. Et là, de tout ce que vous venez de dire dans cette émission par rapport aux 25 ans de lutte sans issue, sans alternance pacifique, sans une vraie démocratie au Togo, alors là, il est vrai que la division de l'opposition a fait que bon nombre de Togolais sont démobilisés, sont déçus. Alors, est-ce que l'opposition togolaise, face aux enjeux actuels, ne doit-elle pas changer de stratégie de lutte, selon vous? Oui, mais il faut à coup sûr, parce que après 25 ans, je l'ai dit tout à l'heure que le rapport de force n'est pas ce que ça doit être. Après 25 ans, même si on ne parle pas d'échec et que nous disons que le résultat est mitigé, il faut que l'opposition revoie un peu sa copie. Il faut que l'opposition essaie de déterminer une nouvelle ligne. Et surtout, face à la détermination des populations de Mango, voilà un peuple déterminé, un peuple qui parle d'une seule et même voix. Nous ne voulons pas de cette faune. Alors, vous connaissez mieux ce dossier que nous dans la diaspora, j'espère. Oui, je sais que quand ça a commencé, nous avons fait un tour dans le Grand Nord pour aller constater de visu nous-mêmes les dégâts causés par l'oppression. Mais face à cette oppression-là, ce peuple, comme vous l'avez dit, est resté debout et a parlé d'une même voix. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons pour tous les autres. C'est ce que nous voulons, que cet exemple-là soit de mise un peu partout dans nos régions, dans nos villes, pour que ce qui est fait pendant 25 ans et qui n'a rien donné, à partir de cet exemple-là de Mango, que le peuple togolais se lève comme un seul homme. Justement, on va rester un petit peu sur le cas Mango, puisque c'est un cas social. Alors, que dire du silence de la société civile? Que fait concrètement le citoyen lambda? Le Togolais qui se dit « je suis déçu, je ne veux plus faire de la politique parce que les opposants sont que des podosans », comme on le dit au Togo. Alors, que fait la société civile au Togo? Que dit concrètement du silence de la société civile au Togo? Vous savez que quand vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport aux stratégies, j'avais voulu vous dire également qu'il faut nécessairement impliquer la société civile togolaise, il faut impliquer les syndicats et il faut également revoir le rôle que doit jouer la diaspora, parce que la diaspora ne peut pas être là juste pour critiquer parce que cela ne va pas sur le terrain. Donc, impliquer la société civile. Vous savez, il y a une réalité au Togo.
quand il y a un syndicat qui est créé et qui mène le combat contre le régime ou défend les intérêts des travailleurs, vous savez ce que le régime fait? Le régime essaie soit de coopter des gens parmi ceux-là, ou alors crée un autre groupe face à ceux-ci. Ce qui fait que le travail au niveau de la société civile ne donne pas ce que ça doit donner. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Nous avons aujourd'hui sa langue de bois de société civile et on ne sait vraiment pas laquelle œuvre efficacement pour que... Donc la société civile, elle est également divisée au Togo. La société civile est divisée, les syndicats sont divisés. Il faut avoir le courage de le dire. Rendez-vous compte qu'à la suite d'une assemblée générale des syndicats, des 4 ou 5 syndicats que nous avons, il y a bon nombre de syndiqués qui ont quitté ces centrales syndicales et c'est eux qui ont créé la synergie des travailleurs du Togo. Et donc, aujourd'hui, cette centrale syndicale face à celle qui existait, la voie n'est pas totalement convergente. Vous voyez, c'est la même chose au niveau de la société civile. Vous allez voir la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme qui œuvrent véritablement pour que le respect des droits de l'homme soit de mise. Au moment même où certaines organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ce qui se passe, par exemple à Mango, vous allez voir les responsables d'autres organisations de défense des droits de l'homme dire que quand bien même ils ne sont pas d'accord avec le projet, ne devaient pas agir de la sorte. Vous voyez, c'est tout ce problème que nous avons au Togo. Or, donc il faut la conscientisation, alors Ildefonse Akpaki, alors. C'est le mot que vous venez de lâcher. Il faut conscientiser de fond en comble le peuple togolais dans tous les domaines et sur tous les aspects qui doivent l'emmener à prendre son destin en main. Il le faut. D'accord. Il faut un travail de conscientisation. D'accord. Que ce soit sur le plan politique ou sur le plan syndical ou dans tous les domaines, je crois qu'il y a un grand travail de conscientisation. D'accord, à faire. Ildefonse Akpaki, rapidement, en 1 minute, vous êtes également face à cette diaspora qui est nombreuse à l'écoute de cette émission panafricaine. Alors, quel est le message que vous voulez laisser à la diaspora par rapport à cette lutte qui a trop duré? Je voudrais, si vous me permettez, revenir sur un point qui m'est très, très important. Dans la marche du Togo, il faut aussi relever que l'oppression et la barbarie ont pris le pas. Alors, il faut revoir la mission des forces de sécurité et de défense. Ces forces ne peuvent pas être utiles à l'étranger et à l'intérieur, qu'elles deviennent des forces rétrogrades qui barbarisent et oppressent les populations togolaises. Ce n'est pas sérieux. Il faut revoir tout cela. Par rapport à la diaspora, j'ai au moins l'habitude de converser avec beaucoup de nos compatriotes de la diaspora. À la différence des autres, j'ai remarqué que quand il se passe un problème très important au Togo, la diaspora togolaise ne se mobilise pas. Comme nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, les gens se sont levés. On a vu la dernière fois les Burundais qui se sont levés. Mais on ne sent pas en tant que tel la diaspora togolaise. Sinon, elle ne fait que critiquer. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. Elle ne fait que critiquer. On a vu des compatriotes qui ont envoyé des messages aux compatriotes de l'intérieur. Qu'est-ce que vous attendez pour faire comme les gens de Mango ont fait? Oui, c'est bien. Mais quel est le travail que les membres de la diaspora font concrètement? Mais je dois vous tirer chapeau parce que vous faites un travail colossal. Vous avez même amorcé depuis de conscientisation. Mais le reste, il ne suffit pas de critiquer. Mais il faut apporter également et concrètement Merci. un apport à cette lutte.
Merci, Ildefonse. En tout cas, merci Ildefonse Akpaki, je le disais, il est directeur du journal La Gazette du Golfe, également directeur local de Togovision. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Nous allons continuer ce débat avec notre invité qui est en ligne en direct depuis l'Allemagne. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir vous, Sylvain, merci. Brave peuple du Togo, depuis le 5 octobre 90, tu as exprimé ton désir de combattre la dictature. 25 ans de lutte, en quête d'une démocratie introuvable. Cet espoir suscité par le soleil des indépendances ne deviendra réalité que par ton courage, ta bravoure, ta détermination à achever la dite lutte. Peuple togolais, où est passée ta vaillance? Mon frère, ma sœur, prépare-toi à devenir acteur, actrice de ton avenir. Ne laisse pas des ambitieux intéressés rompre ta confiance. Lève-toi, prépare-toi, lutte. Tes frères et sœurs tombés le 5 octobre 1990 n'ont jamais eu peur d'assumer, de démontrer leur haine de la dictature, leur soif de liberté. Oui, d'accord, toi, mon frère en tenue, souviens-toi de ce vœu, fait à ta mère patrie de la protéger des mains de l'injustice, de l'arbitraire, pour que son cœur, ton cœur soupire vers la liberté. Oui, d'accord, citoyens togolais, diaspora togolaise, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Ensemble et solidaires, avançons, mais dans la dignité. Oui, d'accord, Bien, merci d'être toujours câblé sur le 3xW, canalk.ch, Radio Dénigment, FM Liberté et Ben Radio. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission panafricaine, Fenêtre sur l'Afrique, dans la rubrique Le débat ouvert aux auditeurs. Depuis plus de 25 ans, le peuple togolais s'est lancé dans un combat sans relâche pour l'instauration d'une véritable démocratie et une alternance pacifique sans y parvenir. Peut-on parler de résignation du peuple? À qui la faute est-elle imputable? Quels sont les facteurs déterminants qui manquent aux forces démocratiques? Va nous accompagner dans ce débat ouvert aux auditeurs le doyen Sénouveau Agbota Zissou, ancien membre du Haut Conseil de la République, ancien directeur de la troupe nationale togolaise de théâtre en 1984. Nestor Sénouveau Agbota Zissou avait et continue d'ailleurs d'écrire des articles sur le combat démocratique en Afrique et particulièrement au Togo. Il est en ligne en direct depuis l'Allemagne. Doyen Sénouveau Agbota Zissou, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner dans ce débat ouvert aux auditeurs. Vous avez suivi en direct depuis Lomé les réactions ou les commentaires et analyses sur la démobilisation du peuple togolais qui a amorcé cette lutte depuis plus de 25 ans. Alors pour vous, peut-on parler de démobilisation ou de déception du peuple togolais face à l'incapacité des teneurs de l'opposition de satisfaire leurs aspirations? Merci, Sylvain. La première chose, c'est qu'il nous faut avoir une conscience claire du fait que nous avons en face de nous un pouvoir qui n'est pas là pour céder la place à un autre. Qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, eh bien, il veut que nous le subissions. Et nous sommes en train de le subir malheureusement parce que nous n'avons pas tous cette conscience claire
de ce que c'est que ce système, de ce que c'est que ce pouvoir. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler des partis en disant qu'il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Ils sont forts par rapport à quoi? On a donné aussi l'exemple de Gilles-Christ Olympio. J'ai quand même relancé notre confrère lorsqu'il parlait de fort et faible par rapport aux partis politiques implantés au Togo. Il voulait juste parler du populisme et des gens pensent ou estiment déjà que, vu la situation politique au Togo, le temps du populisme est révolu. Quelle est votre analyse là-dessus? S'il y en a eu un qui était perçu comme fort, eh bien c'était l'UFC de Gilles-Christ Olympio. Et aujourd'hui, la personnalité même de Gilles-Christ Olympio et son parti, l'UFC, eh bien, ce n'est pas cette image-là qu'on avait de lui dans les années 90, dans les années jusqu'aux années 2000-2006. Ce n'est pas cette image qu'on avait de lui que l'on a actuellement. Donc, cette notion de distinction entre fort et faible, eh bien, il me semble que il nous faut la nuancer et il nous faut chercher d'autres critères pour pouvoir déterminer qui est réellement fort et qui n'est pas fort. Moi, je ne suis pas d'un parti. Je prends un exemple. Il y a la CDPA-BT. Je ne suis pas de ce parti. Mais on me dit, ils sont combien dans ce parti? Mais la question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce qui est le but, quel est l'horizon que propose ce parti de la CDPA-BT. Eh bien, c'est en ce moment-là que l'on peut émettre un jugement. Et moi, mon jugement, en ce qui me concerne, c'est que ce parti a des forces que beaucoup de partis considérés comme forts n'ont pas. Et à mesure que nous avançons, et nous avançons plutôt vers nulle part, que vers quelque part, que vers un point, eh bien, on se rend compte que ceux-là qui se disaient forts, que ceux-là qu'on percevait comme forts, sont finalement faibles. L'autre caractéristique de la situation, c'est que ce pouvoir-là que nous avons en face de nous, qui veut se perpétuer, qui ne veut pas céder la place, eh bien, il va utiliser un certain nombre d'artifices. Et parmi les artifices, il y en a que l'on ne perçoit pas et qui, il faut l'appeler par son nom, s'appelle la domestication de l'opposition. Et la domestication, elle peut prendre plusieurs facettes. On a parlé tout à l'heure de dialogue, enfin j'ai écouté dans l'émission, quelqu'un parlait de l'appel au dialogue de Joseph Kabila. Eh bien, le dialogue est un instrument de domestication. Et ça, nous ne l'avons pas compris au Togo. Que tous ces dialogues, moi je suis un peu plus âgé que beaucoup de gens, et j'ai vu des dialogues au Togo. Tous ces dialogues que l'on nous a ingurgités depuis 1960 ont abouti à quoi? Doivent aboutir à quoi? Sont faits pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la consolidation du système. À partir du moment où on a cette conscience que les dialogues n'ont pas d'autre but que de consolider le pouvoir en place, eh bien, on peut agir, on peut prendre des décisions. Je prends un autre exemple de cette notion de domestication qui est par exemple l'accord appelé APG. C'est une manière d'appeler les gens, de leur dire, on dialogue, on met en place un accord, mais à partir du moment où l'accord est mis en place, eh bien,
ceux qui l'ont mis en place, eh bien, ils sont appelés à l'appliquer. Et à partir du moment où ils vont l'appliquer dans le système, sous le système, avec les gens du système, avec même les méthodes du système, avec même cette menace permanente qui est là, que s'ils ne font pas exactement ce que le système veut, le système peut changer les hommes, eh bien, nous sommes bien dans la domestication. D'accord. On a parlé tout à l'heure des institutions, les différentes sortes d'institutions que nous avons ou que nous avons eues. Pourquoi, depuis quelque temps, personne ne parle plus de cadre permanent, de dialogue permanent, de dialogue renouvelé, etc. Ça, c'est vrai, oui. Eh bien, ces cadres-là, ce sont des cadres pour la domestication de l'opposition. À partir du moment où nous avons ça, on a beau être intelligent, on a beau avoir des diplômes de droit, de ceci, de cela, on a beau faire du juridisme, eh bien, on aboutit et on aboutira à rien. D'accord. Doyen Senouvo Agbota, Zissou, on revient un peu sur le thème de l'émission. Merci quand même pour vos développements, pour avoir encore éclairci le contexte politique, le contexte politique actuel du Togo, de la lutte, même depuis plus de 25 ans. Alors, Ildefonse Akmaki, le journaliste qui intervenait il y a environ une quinzaine de minutes, et parlait plutôt de division au sein même de cette opposition qui a fait que la population se dit déçue de cette lutte. Alors, quelles sont, selon vous également, les raisons, ou bien les vraies raisons de cette démobilisation, et s'il y a quand même eu démobilisation? Eh bien, la démobilisation, elle est inévitable à partir du moment où les populations aspirent au changement. Non pas au changement d'hommes dans telle ou telle institution, mais elles aspirent au changement du système. Un point, c'est tout. Maintenant, nos hommes de l'opposition, nos dirigeants de l'opposition ont cru que la population aspire à un changement dans les institutions qui sont déjà en place. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi ce mouvement qui était bien parti et que moi, de loin et même de près, par mes articles que je soutenais, qui était le CST, eh bien, je ne comprends pas pourquoi le CST a laissé la place, par exemple, à cette Assemblée nationale que nous avons, pour ne pas l'appeler d'un autre nom, pour ne pas donner l'impression d'insulter les gens. Bon, à partir du moment où on a freiné ce mouvement qui s'appelait Sauvons le Togo, et qui était un mouvement de mobilisation de la population, et qui était un mouvement qui avait un horizon. J'entendais le slogan, et qui était « Fogna Singé doit partir ». Ça, c'est un slogan mobilisateur. Mais à partir du moment où on a freiné ce mouvement dans son élan, pour le remplacer par des élections législatives, que l'on savait qu'on allait perdre. Pour moi, perdre, eh bien, c'est globalement, c'est l'ensemble de l'opposition qui a perdu. D'accord. Et les gens qui étaient à la tête de ce mouvement, les gens qui étaient à la tête d'un parti comme l'ANC, savaient très bien qu'ils n'allaient jamais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi vous allez à des élections législatives si vous savez que vous allez perdre? Globalement perdre. Maintenant, on peut dire, oui, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale, nous avons des députés, nous avons même, il semble que nous nous battons même pour avoir le titre de chef de file de l'opposition, ce qui contribue encore plus, à mon avis, à la domestication de l'opposition. D'accord. Vous insistez... Si le chef de file de l'opposition on comprend. est nommé, reconnu officiellement, et s'il doit parler au nom de l'opposition, mais face à qui? Face à quelqu'un qui ne veut pas que le système change.
Mais à partir de ce moment-là, nous sommes là pour consolider le pouvoir plutôt que pour le faire partir. D'accord. Doyen Sénouvo Agbota Zissou, nous sommes dans un débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Alors, nous avons également reçu quelques réactions sur notre messagerie WhatsApp. Nous allons les passer de temps à autre dans cette émission. Avant de passer la toute première réaction de Hélène depuis Libreville au Gabon, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez également rentrer en ligne au 0041 62 834 90 80 pour participer à ce débat. Doyen Sénouvo Agbota Zissou, vous allez quand même écouter la réaction de Hélène qui a laissé sa réaction depuis Libreville au Gabon sur notre messagerie WhatsApp. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, je m'appelle Hélène. Concernant le sujet, je ne parlerai pas de résignation du peuple togolais, mais d'essoufflement du mouvement, de calme avant la tempête. Cet essoufflement ou cette accalmie peut s'expliquer par deux causes principales. La première, c'est que le gouvernement donc en place a réussi sa politique de dédiabolisation, et cela en partie grâce à l'UFC. Effectivement, on entend par-ci et par-là les uns et les autres dire « Oh, il est mieux que son père, au moins il travaille, au moins il construit les routes ». La deuxième cause majeure, ça a été la confusion au sein de l'opposition. Dans un premier temps, ils ont exigé des réformes, donc de revenir à la Constitution de 92 qui stipule des présidentielles à 2 mandats. Selon le mot d'ordre, sans les réformes, l'opposition ne participait pas aux élections. À la dernière minute, ils décident de s'y rendre, bien qu'aucune des réformes n'ait été obtenue. Le peuple togolais n'est pas une crêpe qu'on peut tourner et retourner à sa guise. La preuve, c'est que le taux d'abstention a été un taux record, prouvant ainsi que les Togolais voulaient leur dire qu'ils ne se reconnaissent ni dans le gouvernement en place, ni dans l'opposition. Ce qui est sûr, c'est que il y a des tensions dans l'air. La preuve en est les revendications sociales, celles des médecins, des professeurs, des élèves, des dockers après la mort de l'un des leurs, des ouvriers travaillant à l'aéroport international de Lomé dont les droits sont bafoués. Donc, ce n'est peut-être pas le thème de l'émission, mais je termine en disant que le changement ou l'alternance viendra du peuple au travers des mouvements sociaux. En 90, après la grève générale, le pouvoir en place a dû traiter avec le peuple. Notre seule erreur a été de choisir de mauvais représentants. La roue tourne et le moment venu, je pense que le peuple ne laissera plus voler sa victoire. Je vous remercie. Merci également à vous, Hélène. Si vous nous écoutez en direct sur le 3xW-canalk.ch depuis Libreville au Gabon, merci pour votre réaction très, très pertinente. Alors, doyen Sénouvo Agbota Zissou, Hélène, pour elle, elle ne veut pas parler de résignation du peuple depuis plus de 25 ans. Ce peuple qui est à la quête d'une démocratie, une alternance pacifique au Togo sans y parvenir. Quelle est votre réaction après l'avoir écoutée? Mais c'est une dame qui a très bien parlé. Elle a, au lieu de démobilisation, parlé de résignation. Et elle refute la résignation. Je crois aussi que le peuple n'est pas résigné. D'accord. Je crois, comme elle, que la lutte continue, que la lutte va reprendre du souffle et que cette fois-ci, avec un horizon clairement défini, avec des hommes qui sont réellement déterminés, qui sont réellement sincères, pas des hommes qui cherchent à faire une démonstration de force entre eux pour dire j'ai plus de membres que toi, tu n'as que 7 personnes, moi j'en ai 2000, j'en amène 10 000 toutes les semaines à la plage, etc. Je crois que c'est cet esprit-là, d'amasser le maximum de clientèle et de faire une démonstration de force, non pas avec comme horizon la fin du régime, mais avec comme horizon de pouvoir gagner plus de sièges que l'autre à l'Assemblée nationale, de pouvoir être
mieux vue. Mais mieux vue par qui? Par le même régime que nous sommes en train de combattre. Je crois que c'est ça qui fait que nous n'aboutissons pas. Les opposants, eh bien, quand ils se déchirent entre eux, ce n'est pas sur un programme, ce n'est pas sur l'horizon, ce n'est pas sur le projet de société, mais c'est sur le fait de passer avant l'autre. Et je crois que lorsque l'on arrivera à se passer de tels opposants, lorsque le message parviendra au peuple lui-même, et lorsque le peuple lui-même prendra en charge son propre destin, eh bien, je crois que alors nous atteindrons l'objectif fixé. D'accord. Doyen Godwin, puisque j'avais reçu le doyen Godwin Tété c'était samedi passé, je pense, c'est plutôt le doyen Senvo Agbota Zissou qui nous accompagne dans ce débat ouvert aux auditeurs. Nous avons un auditeur en ligne depuis la France, Julio. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Merci. Vous pouvez réagir rapidement sur les sujets. J'espère que vous les connaissez déjà, Julio. Oui, exactement. J'ai commencé par vous suivre depuis le début. Et je voulais exactement dire pareil que celle qui a laissé le message sur votre messagerie WhatsApp. Hélène. Je pense que c'est ça. C'est clair que il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de démobilisation. Je pense que cette lutte reprendra. Démobilisation, oui, mais pas de résignation, puisqu'elle parle de... Elle a dit, c'est plutôt le calme après la tempête. Avant la tempête. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est juste que cette lutte reprendra et il faudra à un moment donné déclencher les choses, s'organiser et que le Togolais n'est pas sadique. À un moment donné, ça va se retourner. Donc, on peut parler de démobilisation, mais je ne pense pas que les Togolais soient résignés. D'accord. Par contre, ce que je voulais dire par rapport, parce que j'écoute aussi celui que vous avez en ligne, je suis déjà intervenu dans ton émission à un moment donné que il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on soit sincère avec nous. Parce que quand votre interlocuteur disait que un parti politique fort par rapport à quoi, en quoi est-ce que celui-là est fort et faible? En tout cas, c'est mon avis, je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on est en démocratie et je ne sais pas sur quel autre critère on doit juger un parti politique si ce n'est son implantation, sur ce qu'il fait sur le terrain. Encore que nous sommes en Afrique au Togo. Il parle du parti comme CDPABT. D'accord, des gens qui font des publications, qui donnent des avis sur des sujets bien tranchés, bien réfléchis. D'accord, mais quand tu vas à Lomé, CDPABT, tu trouves son représentant où? Quand tu vas à Mango, quand tu vas à Sokoré, quand tu vas à Kara, quand tu vas à Lomé, à Aneho, tu trouves que... Donc moi je pense que dans la diaspora, on ne doit pas se contenter que de critiquer des gens qui sont sur place, qui font quelque chose. Mais tout à l'heure il dit, c'est pas parce que on mobilise plus de gens à la plage ou je ne sais pas où qu'on doit se dire qu'on est fort ou pas. Mais quand même, il me semble quand même que c'est le fondamental quand on parle de parti démocratique, parti politique qui mène une action. Je pense que c'est ça. Donc, essayons, en tout cas c'est mon avis, essayons d'être sérieux avec nous-mêmes, reconnaissons les forces et les faiblesses de chacun, mais ne soyons pas là en disant, en dénigrant, en multipliant par zéro tous les efforts que certains d'entre nous qui sont sur place, qui font un effort. Reconnaissons-le. Il y a des partis, il y a des gens pleins de compétences dans la diaspora, je ne sais pas où, dans ce monde. Mais écoutez, reconnaissons quand même le mérite de ceux qui sont sur place, qui font quelque chose, qui mobilisent. D'accord. Nous, on peut être ici, faire des billets, parler du gros français, être des théologiens ou bien des théoriciens de l'alternance, de la bonne gouvernance. Mais et alors, on va aller où avec tout ça? D'accord. Donc, à un moment donné aussi, soyons sérieux. D'accord. Reconnaissons ce que les gens font sur place et n'essayons pas de les multiplier par zéro. Merci, Julio.
Julio, je ne pense pas que le doyen Sénouvois Botazi soit multiplié tel parti par 0. Je vais quand même le laisser réagir. Doyen Sénouvois Botazi, vous avez suivi Julio. Est-ce que vous avez quelques tentatives de réponse à lui donner? Je suis d'accord quand il dit qu'il nous faut être sérieux. Pour moi, être sérieux, c'est de savoir où on va et d'y aller sans passer par des chemins de traverse, d'y aller tout droit. D'abord, je dis que ceux qui pensent que nous qui ne faisons qu'écrire, que nous ne faisons pas d'efforts, que nous ne contribuons pas à la lutte, nous pouvons nous aussi nous défendre en disant, nous réfléchissons, nous prenons du temps, et ce temps-là, nous pourrions l'utiliser pour faire autre chose. Je veux dire ceci, que lorsqu'on est sérieux et qu'on a entrepris de conduire les populations à la plage pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et que ça ne donne pas de résultats, tout le monde serait d'accord avec moi qu'il faut revoir sa stratégie. Il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché. Ça, c'est clair. Lorsqu'on a mobilisé des gens et que les gens vous ont suivi et que même nous qui ne sommes pas sur le terrain, nous vous avons suivi et que subitement, un jour, vous changez et vous remplacez un mouvement qui était bien parti, qui était bien lancé par une entrée à l'Assemblée nationale dont vous saviez au départ que cette entrée à l'Assemblée nationale n'apporterait aucun résultat, en tout cas pas les résultats escomptés, eh bien, je crois que là aussi, il faut revoir sérieusement ce que l'on est en train de faire. Je ne me suis pas mis dans la position de quelqu'un qui critique, de quelqu'un qui dénigre, de quelqu'un qui veut ne pas reconnaître les efforts de ceux qui sont sur le terrain. Doyen Sénouvois Botazi-Sou, vous nous accompagnez dans ce débat, vous aurez largement le temps. Nous avons également, comme c'est un débat ouvert aux auditeurs, nous avons un auditeur en ligne depuis la France, Kouefor Sonon. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs de Canal K. Allez-y pour votre réaction rapidement. Ce que je veux apporter, une petite contribution au débat du jour. D'accord, allez-y rapidement. Kouefor Sonon, allez-y. Donc, l'analyse faite par tous les intervenants est importante, mais je pense qu'il faut maintenant voir l'avenir. L'avenir, c'est de voir comment nous allons organiser les actions pour que le Togolais, Landa, puisse se sentir mobilisé pour une alternance apaisée et consensuelle. Nous devons maintenant ne pas critiquer l'autre, mais prendre en considération que le Togo est le point central. Le Togo d'abord. Donc, qui veut nous aider afin que nous puissions arracher cette alternance-là? Le président de la République, Faure Gnassingbé, doit savoir que le temps du Togo est arrivé. Il ne peut pas nier l'évidence. Et donc, les événements qu'on appelle souvent les événements sociaux, les événements non contrôlés vont arriver bientôt au Togo. Donc, il est temps pour lui de faire des actions concrètes pour que le Togo puisse avancer dans la bonne direction. Sinon, ils seront contraints à le faire. D'accord. Deuxième chose, les efforts faits par les partis politiques togolaises, on va essayer de recentrer ça et mobiliser tout le monde pour un seul but, le devoir du Togolais, le devoir de rassembler le Togolais pour que nous puissions avoir la référence. Et nous allons l'avoir. Nous allons l'avoir parce que tout Togolais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et de la diaspora, nous sommes tous conscients
D'accord, pour vous, les derniers de la sous-région. D'accord, pour vous, Kweforson, donc on ne parlera pas de résignation du peuple alors. Le peuple n'est pas résigné. D'accord. Le peuple, vous savez, le langage est organisateur de l'être humain. Le langage est organisateur de l'être humain. C'est parce que le langage de nos partis politiques ne sont plus audibles. Et le comportement de ceux-ci ne sont pas crédibles que le peuple togolais aujourd'hui n'est pas résigné, mais les observe. Mais quand même, il y a des mobilisations, d'accord. Merci. Démobilisation. On a compris. Le Togolais est très intelligent. D'accord, on a compris votre réaction. Nous avons beaucoup de réactions sur notre messagerie WhatsApp. Merci beaucoup, Kweforson, d'être intervenu également dans ce débat ouvert aux auditeurs. Et Joyen Senouvoua Gbota, ici, vous l'avez également suivi. Et lui, il pense que ce n'est pas le moment de critiquer les partis politiques qui en font également beaucoup sur le terrain, mais il a quand même aussi compris que voilà, il y a des incohérences dans les actions de l'opposition, ce qui fait qu'on parle de démobilisation et non de résignation du peuple. Alors, Doyen Senouvoua Gbota, doit-on parler de trahison des ténors de l'opposition ou de manque de moyens adéquats pour la concrétisation de la lutte démocratique au Togo? Je crois que personne n'est ici pour critiquer dans le sens de dénigrer. Exactement. Nous constatons une chose, et nous le disons, il n'y a pas suffisamment d'autocritique au sein des partis politiques. Il faut que les partis politiques revoient leurs actions par rapport à un seul objectif pour le moment, qui est le changement du système. Je ne cesserai jamais de le répéter. Tant que les partis politiques, au lieu d'agir dans ce sens-là, vont de plus en plus se laisser prendre, se faire prendre dans le piège de la domestication, eh bien, nous allons de domestication en domestication et finalement, ces leaders des partis politiques vont donner raison à ceux qui les appellent podosans au lieu de les appeler opposants. Et ils ne sont pas une minorité à les appeler podosans. Parce qu'à partir du moment où la population a compté sur vous pour l'amener à une action de changement, et que ça dure depuis 25 ans, comme vous l'avez dit, eh bien, cette population-là, elle ne va pas continuer à vous suivre indéfiniment. Et moi, si on me pose la question, franchement, je dirais qu'il n'est pas question de suivre indéfiniment les mêmes qui nous mènent à l'échec. Je ne suis pas celui qui aurait dit que la lutte dure depuis 25 ans et qu'elle n'apporte pas le résultat escompté. Ça, c'est clair. Alors, si on n'a pas réussi, si on ne réussit pas, il faut se poser des questions. Doyen, quelqu'un a dit qu'il faut être sérieux. Franchement, être sérieux, c'est une question que chacun doit se poser à lui-même. Que chacun s'interroge lui-même, de savoir s'il est sérieux dans ce qu'il fait. D'accord, Doyen. Et moi, dans ce que je fais, dans ce que je dis, eh bien, en mon âme et conscience, je sais que je suis sérieux. Maintenant, vous parlez de trahison. C'est une interprétation. Parce que si vous commandez à quelqu'un une œuvre, si vous lui faites entièrement confiance et qu'il ne répond pas à cette confiance que vous lui faites, il est bien en droit de dire que vous l'avez trahi. D'accord. Et c'est ça qui se passe actuellement. Doyen Senouvoua Gbota, nous sommes dans un débat. Nous accueillons en ligne en direct depuis les États-Unis Inoussa Moussa du 228 Diaspora. C'est un mouvement. Inoussa Moussa, bonjour.
Alors, bonjour, monsieur Sylvain Amos. Allez-y rapidement pour votre réaction. Vous connaissez déjà le thème, hein? Ok, oui. Sincèrement, la politique togolaise est très pertinente. Il faut une analyse approfondie pour découvrir les choses. 25 ans de combat d'alternance démocratique sans bénéfice. Vous voyez, le peuple n'a pas résigné. Mais seulement le grand problème se trouve au niveau des politicards, des leaders politiques. Ça, je le dis et je le maintiens. Actuellement, excusez-moi le terme, je les déteste. Oui, je le dis. Parce qu'ils sont là seulement pour leurs intérêts. Ils ne veulent rien faire. Maintenir le peuple. Donc, ainsi la situation, ainsi leurs intérêts. C'est tout. Sinon, s'ils sont sérieux comme les autres leaders des autres pays de l'Afrique, mais les choses n'iront pas comme ça. Égoïsme, des querelles. Regardez ce qui se trouve entre l'ANC et le CAR et l'ANC. Est-ce que nous voyons? Vous voyez, je vois, tout le monde voit. Est-ce que comme ça peut encourager le peuple? Ça ne peut jamais encourager le peuple. D'accord. Inoussa Moussa, on comprend que là, vous jetez tout de suite l'anathème sur l'opposition. Alors, nous, en tant que société civile, nous, en tant que citoyens, que faisons-nous? Que fait concrètement Inoussa Moussa également au niveau de ce mouvement 228 Diaspora? Avant d'en arriver dans toute chose, il faut être patriote. Il faut être intègre comme les Burkinabés. C'est ça, avec ça, nous pouvons arriver. Mais chaque fois, on se jette l'éponge. Comme M. Cresson l'avait dit, vous appelez les gens de venir, vous allez parler, faire des rapprochements entre vous pour trouver des stratégies. Mais personne ne vient pas. On reste dans son salon, sur Facebook, sur la radio, comme je parle, tout le monde parle, tout le monde dit. Et chaque fois, c'est comme ça. Au lieu de s'unir pour poser des actes concrets, je dis bien des actes concrets, un dictateur a besoin d'une pression. Avec pression, il recule. Sans pression, il se maintient. Si Eyadema a accepté la conférence nationale sur la partie, il a suivi des pressions. Si pas suivi des pressions, n'allait pas comme ça. L'opposition n'est pas là. Les sociétés civiles, tout le monde est corrompu de gauche à droite. Et tout le monde se voit, et tout le monde reste. Et on crie. On dit le peuple n'a qu'à sortir. Le peuple ne peut pas sortir comme ça. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, je suis content, ça va. Il y a la FDT, Fédération de la diaspora togolaise, qui commence vraiment actuellement à faire un bon travail, que je félicite, le bureau provisoire dont je suis membre aussi. Et nous avons des contacts aussi au pays envers les vraies sociétés civiles. Je crois que dans l'avenir, ça peut donner quelque chose. Merci. Il y a la bonne volonté. D'accord. Merci pour votre intervention. Nous devons passer d'autres réactions et laisser la ligne également aux autres de réagir. Merci Inoussa Moussa du mouvement 228 Diaspora. Merci. Merci également pour tout ce que vous faites au niveau de la FDT, la Fédération togolaise de la diaspora. Merci et à très bientôt. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80 et bien avant de relancer le doyen Sénouveau Agouta Zissou qui nous accompagne dans ce débat ouvert aux auditeurs. Voici également, je vous prie également d'écouter la réaction depuis Dakar de Kodjo Milawe. Oui, bonjour, je m'appelle Kodjo Milawe. Le 5 octobre 90, j'étais au palais de la justice pour participer au fameux procès Logo-Doglo qui s'est transformé en une vague déferlante qui a envahi la ville de Lomé et celle de l'intérieur du pays. Le mythe tout-puissant du général Eyadema venait de tomber. Les mois qui ont suivi, avec leur lot de contestations et de pression populaire, ont amené le général à abdiquer et à accepter la conférence nationale souveraine, puis le gouvernement de transition qui l'avait dépouillé de tous ses pouvoirs. C'est avec une grande nostalgie que je me souviens de ces moments de gloire et d'honneur pour le peuple togolais. Habitant à l'époque le quartier de Baie, on était fiers de voir notre combat et notre mobilisation porter ses fruits. Mais qui aurait cru, à cette époque-là, que Eyadema resterait au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 et qu'après, c'est un fils d'Eyadema qui continuerait à régenter la vie des Togolais.
Même dans nos pires cauchemars, ou la politique fiction la mieux imaginée, personne n'aurait cru à un tel scénario. Alors, comment en est-on arrivé là? Tout simplement parce que nous n'avions pas eu de véritable leader capable d'anticiper les événements pour éviter au Togo la situation calamiteuse dans laquelle elle végète depuis trop longtemps. En revanche, nous avons eu des carriéristes podologues, politicards, qui ont plutôt multiplié leur gaminerie. Il est dangereux, voire suicidaire, quand les gens qui n'ont pas de vision réelle et de conviction ferme s'engagent en politique et demandent au peuple de les suivre. Ils finissent par abandonner ce peuple au beau milieu du désert ou de l'océan, comme le font les passeurs avec les migrés clandestins qui tentent aujourd'hui de rejoindre l'Europe. Alpha Blondy chantait « Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont tes Baromogo qui t'ont déjà. Ce sont nos propres frères qui nous ont tués. » Nous ne pouvons cependant pas passer sous silence la barbarie répressive avec laquelle Eyadema reconquit le pouvoir. Les assassinats de Tavio Amorin, David Bruce, l'attentat de Soudou, le massacre du Frère Jardin sous Eyadema et le génocide de 2005 sous Faure Gnassingbé sont autant de signaux qui dévoilent le vrai visage du régime RPT-UNIR qui nous dirige depuis 50 ans. La France-Afrique, sous le couvert de la soi-disant communauté internationale, n'a pas du tout arrangé les choses pour le peuple togolais. On se rappelle comment cette France-Afrique a manœuvré après la mort d'Eyadema pour imposer son fils au pouvoir au prix de plus de 1000 morts. De tout ce qui précède, on ne peut pas parler de résignation du peuple. Ce peuple-là a beaucoup donné et est prêt à en donner davantage. Seulement, ce peuple martyrisé n'est plus prêt à faire de l'aventure, à servir de cobaye pour des aventuriers de tout acabit qui n'ont aucune vision politique et qui ne veulent que remplir leur ventre. Au lieu de jeter l'anathème sur le peuple togolais, il faut plutôt comprendre ce qui explique son comportement. Eh bien, tout ceci se passe dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, dans la rubrique Débat ouvert aux auditeurs. Depuis plus de 25 ans, le peuple togolais s'est lancé dans un combat sans relâche pour l'instauration d'une véritable démocratie et une alternance pacifique sans y parvenir. Peut-on parler de résignation du peuple? À qui la faute est-elle imputable? Quels sont les facteurs déterminants qui manquent aux forces démocratiques? Et nous accompagne dans ce débat ouvert aux auditeurs le doyen Nestor Senouvo Agbota Zissou, ancien membre du Haut Conseil de la République, ancien directeur de la troupe nationale togolaise de théâtre en 1984. Eh bien, doyen Senouvo Agbota Zissou, vous avez suivi la réaction de Kodjo Milawet depuis le Sénégal. Je pense que le peuple, on ne peut pas parler de résignation, il a encore dit. Au lieu de chercher à jeter l'anathème sur ce peuple, il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a démobilisation. Alors pour vous, dans ces conditions actuelles, est-ce que l'opposition togolaise, face aux enjeux actuels, ne doit-elle pas changer de stratégie de lutte? Je remercie M. Milawet pour avoir fait l'historique le plus complet possible. Ce que je dirais, c'est que le peuple ne peut avoir tort dans cette histoire que nous vivons. Le peuple croit en son avenir. Le peuple a foi dans ce qu'il fait. Malheureusement,
comme l'a souligné M. Milaoué, le peuple n'a pas rencontré les hommes qui doivent le conduire vers ce destin. Conduire le peuple vers son destin, ce n'est pas forcément le conduire à des meetings, ce n'est même pas dans le cas où nous nous trouvons, dans le système où nous nous trouvons, ce n'est même pas le conduire à des élections, alors que l'on sait que ces élections-là, nous ne les gagnerons pas, alors que l'on sait que ces élections-là n'apporteront pas le changement que nous voulons. D'accord. Et je comprends également là où vous voulez en venir. Alors, l'opposition, en gros, ne doit pas normalement participer à ces élections, ni les élections législatives de 2013, ni les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle de 2015. Il y avait toute une polémique quant à la participation de l'opposition à cette élection. Alors nous, en tant que citoyens, que dire du silence de la société civile togolaise? Est-ce que cette société civile ne doit-elle pas s'imprégner des leçons de la société civile au Burkina Faso? Je crois, franchement, que nous avons assisté au Burkina Faso à un mouvement spontané de la population. Et en ce qui me concerne, je ne peux que souhaiter la même chose pour notre pays, le Togo. Parce que si nous voulons attendre que les gens, je le répète encore, les gens qui nous mènent à la plage, nous mènent encore à ce changement-là. Et si ces gens-là, eux-mêmes ne se remettent pas en cause en disant, nous les avons amenés à la plage pendant 10 ans, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous n'avons rien obtenu. Si eux-mêmes ne se remettent pas en cause et qu'il nous faille encore les suivre dans ce mouvement-là qui ne mène nulle part, eh bien, je crois que nous perdrions encore notre temps. D'accord. Alors, que proposez-vous concrètement à cette société civile, à ce Togolais lambda ou à la diaspora qui est nombreuse à l'écoute de cette émission? Je crois, comme beaucoup l'ont dit avant moi, que le peuple n'est pas résigné. Je crois que le mouvement viendra du peuple. Mais je crois aussi que ce peuple, il faut le préparer. Et c'est pour cela que je reviens à ceci que je disais, qu'il faut que ceux qui pensent avoir des idées, qu'ils cherchent à partager ces idées-là, mais ayant le même horizon. Cette notion d'horizon, pour moi, est capitale. Et cet horizon-là ne peut être que la fin du système Nyasingbe. D'accord. Si on pense autre chose, si on pense poste de député, si on pense mandat de maire, mandat de conseiller, si on pense poste de ministre, si on pense même avoir le plus grand parti, eh bien, les plus grands partis, nous les avons vus. Et nous savons où ils ont abouti. Les gens qui sont allés prendre des postes de ministres dans le gouvernement, nous savons où ils ont abouti. Eux-mêmes, ils le savent. Si on pense siège de députés, les gens qui sont députés aujourd'hui, ils le savent ce qu'ils peuvent faire et ils connaissent leurs limites. Il nous faut repenser, mais repenser avec un horizon précis, unique. Et d'abord, la fin du système Nyasingbe. Exactement. Parlant de cette mobilisation, de cette manière de revoir comment le peuple togolais ou bien un citoyen lambda doit s'imprégner également de cette mobilisation au niveau des autres pays du Bénin, au Burkina Faso, il faut la conscientisation. Et là, le journaliste Ildefonse Akpaki l'avait également soulevé. Avant de continuer le débat avec vous, nous allons écouter la deuxième partie également
de la réaction de Kodjo Milawe depuis le Sénégal. Gilles Christ Olympio aurait mené son combat jusqu'au bout, pris sa retraite politique s'il se sent fatigué et laissé les Fabres prendre la relève tout en se mettant à leur disposition comme conseillers, que les politiques auraient une autre crédibilité aujourd'hui vis-à-vis du peuple. Yaovi Agboibo aurait réellement pris sa retraite politique tout en mettant son immense savoir à la disposition de la lutte pour soutenir les jeunes cadres de son parti, au lieu de jouer à l'opposant, recto verso, que le peuple aurait aujourd'hui des repères de personnalité morale à citer comme exemple. Les exemples sont légion. Une raison qui pourrait toutefois faire croire que le peuple est résigné, c'est le fait que ce peuple-là ait décidé de sous-traiter tout à Dieu, à Allah, à Mahou, à Yendou, à Esso. Ce peuple-là est tombé tellement bas qu'il a perdu toute confiance en lui-même, en sa capacité d'être l'acteur de son propre destin. Il croit que c'est seulement par un miracle de Jésus-Christ qui viendra libérer le Togo. Dieu n'aide aucun peuple s'il reste couché, disait le journaliste burkinabé Norbert Zongo. Le peuple doit alors comprendre que la finalité de son combat, c'est sa propre libération et la libération du Togo pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est en cela que le comportement résigné du peuple togolais est aujourd'hui inadmissible. Si les partis politiques ont déçu, si la société civile a déçu, ce n'est pas une raison de se résigner. Le peuple doit pouvoir puiser en lui les ressources nécessaires pour reprendre le flambeau. Le peuple doit comprendre qu'aussi longtemps que nous ne serons pas libérés de la dictature, aucune raison ne pourra expliquer son comportement. Comme le disait Thomas Sankara, seule la lutte libère. Eh bien, Kodjo Milawe a fini sa réaction par un mot qui est très très pesé. Seule la lutte libère, mot emprunté de Thomas Sankara, paix à son âme. Avant de continuer avec le doyen Sénouveau Agbota Zissou, qui va quand même clôturer ce débat ouvert aux auditeurs, nous accueillons quand même le dernier auditeur depuis les États-Unis, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sylvain, bonjour Monsieur Sénouveau. J'ai l'émission d'aujourd'hui avec une totale satisfaction et je suis très heureux de tous ceux qui ont intervenu. J'apprécie beaucoup le message de l'année de notre frère Kodjo Milawe. J'apprécie également l'intervention du défense qui est toujours mon éducateur, je pourrais le dire, en matière politique. Bon, ce que je vais ajouter à ce que tous ces gens-là ont aligné d'une part et d'une autre, c'est que nous devons saluer, ou bien nous ne devons pas passer sous silence la mauvaise foi caractérisée du système en place qui ne veut pas voir notre pays sur les pas de la démocratie, ou bien voir notre pays devenir un pays démocratique. Donc, ils jouent de tout leur jeu la politique d'intoxication, d'achat de confiance, ce qui fait que, comme le doyen vient de le dire, ils cherchent par tous les moyens à domestiquer tous les partis de l'opposition. Ils ont bien fait le jeu, ils en réussissent, mais viendra le moment où ils ne sauront à quelle force ils vont se vouer. Partant de cela, je vais ajouter qu'il y a aussi, de par tout le problème que nous avons sur le territoire togolais à travers ce processus, que nos chefs responsables de partis politiques sont plus intéressés par les intérêts personnels ou bien des intérêts de leur parti que du bien-être du peuple togolais. En ce sens, s'il y a un problème à résoudre ou bien une stratégie à mener, ils voient par quels moyens ils vont en tirer profit, au lieu de voir par quels moyens arriver à quelque chose qui va profiter au peuple tout entier. Je crois que c'est aussi un défaut à saluer.
Et pour continuer un peu plus loin, si vous me permettez, je vais situer l'échec de notre processus, d'une part, au peuple togolais. J'ai entendu beaucoup de gens dire que le peuple n'est pas résigné. Évidemment, donc, le peuple n'est pas résigné. Emmanuel, pour vous, les responsabilités sont partagées, alors? Les responsabilités sont partagées. D'accord. En fait, bien que je ne vois pas au peuple togolais un peuple résigné, je vais leur attribuer cette partie de l'échec aux deux responsabilités, en ce sens que le peuple togolais est un peuple partisan. Les Togolais ont beau comment dit-on, ou bien ont beau suivi leurs responsables politiques, ou bien les chefs de leur parti, les intérêts de leur parti, au point où ils ont ignoré des partisans nationaux ou bien des citoyens patriotes. D'accord. Nous devons, à ce point, au niveau où nous sommes maintenant, il y avait cet appel-là, nous devons devenir des citoyens républicains, des citoyens patriotes qui chercheront l'avancée de notre pays au lieu de nous accroître sur les intérêts de nos partis individuels. Merci Emmanuel. Donc, merci. Puisque pour finir, si tu me donnes 30 secondes, je vais dire que il n'y a pas d'échec, nous n'avons pas échoué, mais c'est que le processus démocratique au Togo a été déchoué. Nous devons revenir dans le jeu, asseoir notre stratégie pour pouvoir la faire. Merci Emmanuel. Alors, merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont voulu rentrer en ligne. J'ai encore quelques réactions sur WhatsApp, mais je suis vraiment désolé. Le temps est parti. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la deuxième partie. Je vais laisser le doyen Sénouvo Agbota Zissou de clôturer ce débat ouvert aux auditeurs. Alors, si vous avez bien suivi ce dernier auditeur, Emmanuel, sa conclusion, c'est que nous devons maintenant, vu tout ce qui s'est passé par rapport à la crise sociopolitique au Togo, nous, chaque citoyen, chaque Togolais et Togolais doit devenir un militant républicain et non un militant d'un parti politique aveuglé. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris. Alors, pour vous, pour conclure ce débat, quels sont les obstacles réels liés à la non-concrétisation de la démocratie et de l'alternance au Togo? C'est nouveau, Bota Zissou. Les obstacles sont d'abord nos contradictions avec nous-mêmes. On ne peut pas crier une chose aujourd'hui et le lendemain faire son contraire. On n'avance pas de cette façon-là. Lorsque l'on a un objectif bien précis, bien défini, un horizon, eh bien, on doit avoir également une ligne de conduite. On doit tracer également la voie qui nous mène vers cet horizon-là. Et on doit pouvoir s'arrêter de temps en temps pour savoir si on n'a pas dévié de cette voie. Si on n'est pas en train de faire autre chose que ce qu'on a entrepris au départ. Si on n'est pas en train de se fourvoyer. Or, nous devons le reconnaître. S'il y a une autocritique à faire, nous devons reconnaître que nous nous sommes plusieurs fois fourvoyés. Et essayer d'identifier les raisons pour lesquelles nous sommes fourvoyés. Est-ce que c'est parce que nous avons eu envie d'un poste? Est-ce que c'est parce que nous avons eu envie d'un gain facile? Est-ce que c'est parce que nous voulons régler notre compte personnel à tel ou tel? Moi, j'étais très heureux quand, avant les élections présidentielles, quoique personne n'ait aucune assurance de quoi que ce soit, 30 secondes, doyen. On nous a dit que les partis politiques étaient en conclave pour désigner un candidat unique. Vous voyez à quoi ça a abouti. Merci. On a compris. Moi, j'étais très content aussi lorsque tous les partis, ou presque, s'étaient entendus pour dire pas de réforme, pas d'élection. On a compris, doyen, puisqu'on sera coupé. Vous connaissez la règle du jeu dans cette émission Canal K. On a compris votre conclusion. Nous devons savoir que nous sommes tous Togolais. Nous devons
devenir citoyen ou bien militant républicain et non un militant d'un parti politique aveuglé. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci et on vous donne rendez-vous samedi prochain, même studio et même heure. Bonsoir. Brave peuple du Togo, depuis le 5 octobre 90, tu as exprimé ton désir de combattre la dictature. 25 ans de lutte, en quête d'une démocratie introuvable. Cet espoir suscité par le soleil des indépendances ne deviendra réalité que par ton courage, ta bravoure, ta détermination à achever la dite lutte. Peuple togolais, où est passée ta vaillance? Mon frère, ma sœur, prépare-toi à devenir acteur, actrice de ton avenir. Ne laisse pas des ambitieux intéressés rompre ta confiance. Lève-toi, prépare-toi, lutte. Tes frères et sœurs tombés le 5 octobre 1990 n'ont jamais eu peur d'assumer, de démontrer leur haine de la dictature, leur soif de liberté. Oui, d'accord, toi, mon frère en tenue, souviens-toi de ce vœu, fait à ta mère patrie de la protéger des mains de l'injustice, de l'arbitraire, pour que son cœur, ton cœur soupire vers la liberté. Oui, d'accord, citoyens togolais, diaspora togolaise, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Ensemble et solidaires, avançons, mais dans la dignité. Oui, d'accord, Ceci est une initiative du groupe de Fenêtre sur l'Afrique, GFSA Suisse, en collaboration avec l'association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, basée au Togo, et avec le soutien du mouvement du 5 octobre 90, MO5.